Bon, mesdames, messieurs, il est 20 heures, l'heure du crime ufologique. Donc, on va commencer cette conférence. Je remercie les foules innombrables de gens qui se sont connectés. On en est quand même 7 personnes. C'est un peu dommage, mais c'est pas grave. Ça va, comme d'habitude, on va mettre cette conférence dans YouTube. Et là, il y aura, les gens pourront se connecter quand ils le voudront, quand ils sont tranquilles. Et on aura des centaines et des centaines de vues qui compte pour faire avancer l'information. Alors ce soir, c'est Jean Librero qui est venu chez moi pour, comme vous voyez, on partage l'écran pour faire cette conférence. On organise tous les mois des conférences. Le mois prochain, ça sera avec le MUFON France. Là, on revient vers l'ufologie de terrain avec le MUFON France. Voilà ce que je voulais dire. Et puis je veux dire aussi encore rapidement qu'on va essayer de tenir un planning un peu serré cette fois-ci. On a des contraintes de déplacement, donc on va essayer d'avancer rapidement. Bon, on traitera le maximum de questions, bien sûr, mais il est possible que je doive interrompre la conférence à partir d'une certaine heure. On verra. Je pense qu'on peut aller certainement jusqu'à 10h, 10h30, 22h30, je veux dire, sans problème. Mais ensuite, il faudra faire attention, puisque, comme je vous dis, on a des contraintes. Voilà. Jean, il est aussi fort connu, c'est pas la première fois qu'il passe à OVNI Paris. C'est un traducteur et c'est un éditeur. Et son édition, c'est Flying Disc France, qu'il a fondé en collaboration avec Monsieur Mantle, un Anglais, qui a une maison d'édition très connue qui s'appelle Flying Disc. Donc Jean, il nous apporte beaucoup parce que il va chercher de l'information, enfin des livres, il prend des livres qui ont été traduits à l'étranger, par exemple en Roumanie, par exemple en Russie, par exemple aux États-Unis. Bientôt en Amérique du Sud, le prochain livre est un livre traduit du chilien. Voilà, il nous a apporté un livre très important sur le Brésil, l'Italie bien sûr, et là justement, on va être en plein dans ce cas, on va parler de quelque chose qui s'est passé en Italie. Donc voilà, on remercie Jean pour son travail. Merci Patrice. Qui est vraiment important et qui est indispensable. Je crois qu'il y a sans lui, il le ferait, je ne sais pas. Et ça a toujours été mon souhait, moi, d'élargir l'ufologie française à au moins l'ufologie européenne. Alors ensuite, avec les États-Unis, j'ai quelque peu. Bon, on ne va pas engager une polémique même amicale là-dessus. Mais l'affiche de la conférence. Bravo Jean. Donc Jean, voilà, je vais partager l'écran, je vais lancer ton document. Je lance le premier slide de Jean. Jean, je te laisse le piano. D'accord. C'est à toi de jouer. Bonsoir à tous. Merci aux personnes présentes, Bruno, aux personnes qui sont déjà là, aux ceux qui viendront. Et je salue les personnes qui, qui écouteront cet enregistrement si nous n'avons pas de problème technique dans les jours, les semaines qui viennent. Donc, je remercie Patrice Galacteros une nouvelle fois pour sa confiance. Effectivement, ce n'est pas la première fois que je présente un sujet pour OVNI Paris. Cette fois-ci, donc, c'est sur Zoom et c'est pratique pour tout le monde, hein, pour Patrice, pour le conférencier, le présentateur et pour le public, hein, puisqu'effectivement, même en région parisienne, se déplacer dans une salle, même si c'était une très belle salle, la salle de la Maison des Mines, mais effectivement, les contraintes diverses. Vous avez raison de dire ça. Surtout que cette salle qui reste toujours très belle, malheureusement, a été modifiée. Toutes les tables ont été boulonnées à des emplacements précis dans la salle, ce qui nous empêche ensuite de l'adapter à nos besoins et pratiquement impossible de filmer et d'en faire un document de valeur qu'on puisse diffuser. C'est vraiment dommage. C'est la raison principale pour laquelle on ne fait plus de conférences là-bas en présentiel. Et c'est vrai, il faut être honnête, que c'est tellement plus simple aussi de faire une conférence par Zoom. Voilà, je te rends la parole. Oui, Patrice, c'est plus simple, c'est pratique, c'est quand même frustrant dans une certaine mesure pour tout le monde parce que rien ne vaut, hein, Bruno, on est d'accord, le contact direct, pouvoir parler des interlocuteurs, c'est quand même beaucoup mieux pour tout le monde, mais pour l'instant, disons que voilà, on a ces outils numériques. Il y a des choses à faire, on y pense. Okay. Après, des chaises boulonnées, c'est vrai que personnellement, ça me gênerait de m'adresser à un public. Les chaises boulonnées, moi qui travaille dans le milieu judiciaire, je peux te dire que les salles de garde à vue, les salles où les procureurs viennent pour notifier,
ça fait très pénitentiaire, puis c'est le milieu pénitentiaire indirectement. Donc c'est un peu triste hein, que la maison des mines. Là, c'est un milieu qui n'est pas pénitentiaire, mais qui ressemble, c'est le milieu scolaire. Oui, ça fait penser au. Oui, effectivement. Bon, allez, blague à part. Revenons à nos soucoupes. Alors donc, voilà, je suis content de présenter ce dossier. Alors vous voyez une première affiche qui est, comme disait Patrice, un peu flashy, si on peut dire, mais on l'a choisi, je l'ai choisi pour toutes ces raisons. C'est un dossier donc qu'on appelle le crash d'OVNI à Magenta en 1933. Donc, un titre très inattendu. C'est un cas d'OVNI, un cas de crash d'OVNI présumé, bien entendu. On n'est pas ici pour prouver quoi que ce soit, mais non, pas tout de suite. Attends, mais donc, c'est un dossier italien qui a été enquêté par Roberto Pinotti à partir de 1996. Et donc, il a publié, Roberto Pinotti, ce dossier dans le deuxième volume d'un de ses livres qui s'appelle Contact d'OVNI en Italie, volume 2, qui concerne la période 1976-2016. Mais ce dossier qui est atypique et sur lequel il a travaillé tardivement, autour des années 2000, et bien pour certaines raisons, il figure dans ce deuxième volume de Contact OVNI en Italie. Et c'est un chapitre volumineux dans ce livre. Donc, vous voyez, là, c'est un numéro spécial d'une revue italienne, Storia Secreta. Donc, vous voyez effectivement Hitler, Mussolini, i Spelenacciotti sugli UVI, donc les filets, les dossiers OVNI de l'Italie fasciste. Ah, ça passe pas. Donc, dans un premier temps, voilà. Voilà, alors, 13 juin, la présentation. Donc, le sujet lui-même, hein, 13 juin 1933, un crash d'aéronef non conventionnel italien, velivoli non convenzionali, VNC, dans la petite ville de Magenta, 60 km à l'est de Milan. Vous allez voir la carte. Donc, l'engin, son épave, aurait été conservé dans la station d'usine aéronautique Marchetti à Vergiate, au nord-ouest de Milan, près de Varese. Donc, les usines aéronautiques Marchetti, c'est l'équivalent d'Assaut pour nous. C'était vraiment l'une des plus importantes usines aéronautiques en Italie, sachant que dans les années 30, l'Italie était à la pointe de l'industrie, la technologie aéronautique. En avril 1945, les services d'enseignement de l'armée américaine auraient pris possession des artefacts, donc de l'épave de cet engin, également de 2 corps extraterrestres, et auraient rapatrié tout cela en Amérique. Nous avons le témoignage d'un officier américain, le témoignage du fils d'un officier américain en service en Italie en 1945. Et donc, le fils de cet officier témoigne en 2010 au Symposium international de San Marino, qui est présidé depuis son origine par Roberto Pinotti lui-même. Alors, l'exposé, donc un petit rappel, on va commencer rapidement, 5 minutes sur un petit rappel sur les cas de crash, ensuite un petit portrait de Roberto Pinotti, l'auteur, et puis le dossier, vous allez voir, il est assez volumineux, donc c'est pour ça qu'il faut rentrer rapidement dans le dossier. Alors, un petit rappel sur les crashs d'OVNI historiquement. Donc là, vous avez quelques cas. Alors, je présente quelques livres en calmant, des livres de référence sur les crashs d'OVNI. Donc, Ryan Wood. Ryan Wood, c'est le fils de Robert Wood qui a publié avec son fils Ryan Wood, d'ailleurs, en 1998, les fameux Majestic Documents, qui sont controversés par l'ensemble de la communauté, se présentent comme les documents déclassifiés de la période 40, 50 et plus, de documents des services de renseignement, CIA, du Majestic 12, etc., du ministère de la Défense, évidemment. Et évidemment, il est toujours difficile d'authentifier à 100% ces documents. Donc, il y a toujours une controverse autour des Majestic documents. Mais néanmoins, le livre de Ryan Wood que nous avons ici est une référence incontestée sur entre autres les crashs d'OVNI. Donc, vous avez Magic Eyes Only, Magic pour référence évidemment à Majestic, le groupe Majestic 12. Et donc, c'est un livre sur les cas présumés. Il y a, vous voyez, c'est un livre volumineux. Il y a 76 cas qui sont recensés dans ce livre, avec quelquefois des recensements de moins d'une page. Par exemple, le cas
San Antonio, le cas présumé du crash de Trinity est très bref, ça fait une vingtaine de lignes dans le livre. Certains ont un dossier de 2 ou 3 pages. Donc rapidement ici, quelques cas historiques qu'on connaît, qui sont signés dans le livre. Donc Cap Girardeau, Missouri, mars 1941, c'est un cas très connu, moins cité qu'Aztec, mais important pour tous les. C'est peut-être le premier cas historique de cas de crash d'OVNI aux États-Unis. J'ai traduit le livre de Paul Blake-Smith qui s'appelle MO41 ou Missouri 41. Donc Paul Blake-Smith, un chercheur américain, a publié plusieurs livres, 2 livres sur ce dossier et un livre sur Eisenhower, très intéressant, un travail très important d'historien de ces périodes-là par Paul Blake-Smith. Donc j'invite effectivement tous les personnes qui s'intéressent au crash d'OVNI et au cas de Cap Girardeau à lire MO41, Paul Blake-Smith. Los Angeles Air Raid, la bataille de Los Angeles, j'ai parlé avec plusieurs personnes, me disent, mais Jean, est-ce que tu classes ce cas parmi les crashs d'OVNI? Eh bien, en l'occurrence, oui, je dis aux personnes qui s'interrogent, oui, tout à fait. J'ai parlé aujourd'hui avec Jean-Gabriel Grelet, qui est un chercheur éminent, comme on le sait, et Roberto Pinotti signale donc dans son 2e livre que Jean-Gabriel Grelet a communiqué, en 2013 donc des documents déclassifiés concernant la bataille de Los Angeles, entre autres la lettre d'Oppenheimer et Einstein, de 1947, destinée à Harry Truman, concernant les phénomènes non identifiés, qui s'appelait comment c'est pas UPA, le mode, mais enfin, il y avait plusieurs appellations. Donc, la bataille de Los Angeles a donné lieu, selon les documents déclassifiés, à la récupération de 2 objets. Un dans les montagnes San Bernardino, à l'ouest de Los Angeles, et un autre dans le rivage, au bord du rivage. C'est-à-dire que c'était les vaisseaux, les petits vaisseaux qui entouraient ce vaisseau principal contre lequel l'armée du général Marshall a tiré je ne sais plus combien d'obus. 1400 ou 1600 oui, dans ces dos-là, oui. Dans la nuit donc, du 25 février 1942, sachant que les États-Unis sont entrés en guerre le 7 décembre 1941, c'est-à-dire 2 mois et demi avant. Donc, les Américains avaient subi une attaque japonaise peu de temps avant. Donc, voilà. San Antonio, c'est le cas Trinity, sur lequel Jacques Vallée et Paola Harris ont écrit 2 livres, le dernier étant publié récemment. Ce cas est présenté dans le livre de... Et dans Paris. Oui, tout à fait. Donc, c'est un cas important. Maury Island, au moment des observations de Kenneth Arnold, le 21 juin 1947. Maury Island, c'est dans l'État de Washington, donc au nord des États-Unis. Plaine de San Augustine, ça, c'est encore une fois, c'est la complexité de ces Roswell. Selon certains chercheurs, entre autres Philip Mantle et Michael Hesemann, il y aurait eu 2 crashs en juillet 1947, où il y aurait un crash avec 2 objets qui se seraient séparés l'un de l'autre. Donc le mystère continue, l'enquête continue autour de Roswell. Mais en tout cas, il y a cette thématique d'un crash en juillet 1947 dans les plaines de San Augustine qui sont quand même à l'ouest de Roswell, par rapport à l'emplacement du site présumé. Roswell, juillet 1947, Aztec, Nouveau-Mexique. Ensuite, quelques cas Aztec, un cas très important, et sur lequel le premier témoignage sur le cas Aztec, je le rappelle, c'est le livre de Frank Scully, livre qui a été attaqué, discrédité par des campagnes des services secrets depuis l'époque. Et cela a contaminé beaucoup la culture ufologique. En fait, pour les spécialistes américains comme Richard Dolan et d'autres, également Donald Smith, le cas d'Aztec est parfaitement authentique. C'est un des cas les plus importants et l'objet d'Aztec aurait été intact. Il s'est posé donc à la frontière entre le Nouveau-Mexique et le Colorado, dans le nord du Nouveau-Mexique. Un petit plateau. Oui. Ouais. Bref. Alors, d'autres cas, il y en a 76. Là, au Brésil, Ubatuba, Kingman, 53, Arizona, Ubatuba au Brésil, septembre 57, Angleterre, Williamstown, Pittsburgh, Pennsylvanie, 65, Chag Harbor, 67, Chihuahua, Mexique,
Berwyn Mountain, au Pays de Galles, très connu aussi. Le cas My Guy, là, il y aurait eu le meurtre, l'exécution d'un extraterrestre. Des policiers militaires auraient abattu, et ça, ça a été très documenté, entre guillemets, puisqu'on n'a pas le corps, mais voilà, les témoignages. Et Leonard Springfield, qui est l'un des principaux enquêteurs sur les crashs, a enquêté lui-même. Rendlesham, en Grande-Bretagne, qui est considéré comme le Roswell européen, et peut-être un cas plus important que Roswell encore, Dalegorsk, cas très important qui concerne l'Union soviétique, frontière avec la province maritime, donc c'est pas en Russie, c'est du côté en face au Japon, un cas très important sur lequel qui est décrit dans le livre Le Roswell russe de Paul O'Neill et Philip Mantle, qui a été traduit en français par les éditions JMG. Très très intéressant dossier dans ce livre. Et la revue, cette revue OVNI, enfin là c'est OVNI et vie extraterrestre, mais la revue OVNI extraterrestre qui a le même directeur et qui a précédé, vous avez il y a 6 mois, il y a un dossier très important que j'ai constitué moi-même sur le cas d'Dalegorsk avec le travail de Philip Mantle. Virginia, hein, le cas Virginia 96, qui est un cas de crash. Ça, c'est pas assez souligné. Très, très important de penser que Virginia. Donc, tous ces dossiers sont présentés dans le livre de Magic de Ryan Wood. Leonard Springfield, un des principaux chercheurs sur les cas de crash. Witness to Roswell, à droite, le livre de Philip Mantle, de Donald Smith et Thomas Carey. C'est le livre de référence sur le cas Roswell. Donc, pour les gens qui peuvent lire l'anglais, vraiment, je vous invite. C'est le livre de référence. Leonard Springfield, donc un chercheur de référence qui a travaillé surtout, qui a commencé son travail en 54, 57, le NICAP, il a fait le NICAP, puis le MUFON, et il a été conseiller pour le premier ministre de la Grenade, Eric Gray, premier ministre de la Grenade, qui en 78 a proposé à l'ONU de créer une agence internationale, hein, ça a été très connu, ça, oui, je me souviens très bien. L'initiative de la Grenade. Il a pris sa retraite en 81 et il a écrit ses livres entre 80 et 94. Et ces livres ont été numérisés par le MUFON international, MUFON des États-Unis, en 2012. Donc, c'est quelqu'un d'extrêmement respecté dans la communauté internationale. Il est mort en 94. Il a écrit 7 à 8 livres sur les crashs d'OVNI, ça s'appelle Status Report, numéro 1 à numéro 7. Je précise aussi que les éditions Courtauld ont publié l'intégrale de ces rapports. Ils ont publié les volumes 1 à 5 et les volumes 6 à 7 récemment. Donc bravo aux éditions Courtauld. Là, vous avez accès au travail de Leonard Springfield en français. Donc à droite, vous avez le livre Paul Smith, MO 41 sur le cas de Cap Girardeau. À gauche, le cas Aztec en édition originale, sachant qu'il est traduit en français. Le titre m'interroge. Juste oui. The Bombs Before Roswell. Non, The Bombshell. The Bombshell. Ah, The Bombshell. Sur des éclats d'obus avant Roswell, donc c'est une image, bien entendu, c'est-à-dire un événement encore plus important, aussi important que Roswell, le cas de Cap Girardeau 1941. Et au milieu, Clifford Stone, c'est un livre d'entretien avec Paola Harris, vous voyez le nom de Paola Harris en bas, une préface de Robert Salas. Et Clifford Stone est un insider, c'est un divulgateur, c'est un homme qui témoigne depuis une vingtaine d'années. Il est décédé en fin 2022. Et c'est quelqu'un qui a témoigné longtemps sur les équipes spécialisées de l'armée américaine, des équipes vraiment très spéciales dont la mission était de travailler sur les récupérations de crash d'OVNI et d'entités biologiques. Donc, c'est des officiers formés. Oh, c'est beau, là c'est pourquoi, dernier livre, ça c'est le livre de Frank Scully, parce que Ryan Wood lui-même rend hommage à Frank Scully parce qu'il fait partie des noms qui sont cités comme les contributeurs principaux, parce que même si certains considèrent que Frank Scully est un imposteur, absolument pas. Frank Scully sera compris bientôt, quand il y aura une vraie divulgation, comme le grand homme qui a ouvert les portes de la réalité OVNI avec sa divulgation sur le cas Aztec. N'oublions pas que Beyond Flying Saucer, c'est le cas Aztec de 1948, à une époque où on ne parlait pas de Roswell. Roswell avait été totalement censuré quelques semaines après
épisode. Donc, j'ai mis les deux couvertures d'origine. Voilà. Alors, un petit portrait de Pinotti. Roberto Pinotti, philologue italien né en 1944 à Venise, membre fondateur du Centro Zucche Nazionale, c'était en 1972, il avait 28 ans. L'un de ses auteurs de plus de 15 livres, Contact d'OVNI Italie, il est traduit par moi et mon ami Lucas Perrier en 2020. Alors, correspondant de Flying Saucer Review, membre fondateur en 72, servi comme officier pour l'OTAN, coopéré avec le service de renseignement italien. Et organiser les symposiums à Exactement. San Marino. À partir de 1993, il a organisé les 25 éditions annuelles du UFO récemment, du symposium annuel de San Marino, en association avec le gouvernement de la République de San Marino. Plus de 50 livres publiés en Italie. Donc, il est président de l'ICER, qui est un organisme de coopération entre chercheurs à l'échelle des 5 continents. Voici Gary Zeltan, qui est le vice-président de l'ICER, qui est un Britannique, et aussi le directeur de la revue Tous Magazine. Ici, l'une des premières réunions 2018 qui ont donné lieu par la suite à la création de l'ICER. À gauche, Roberto Pinotti, Gary Zeltan, Donald Schmitt, le troisième, donc le grand ufologue américain, qui est le représentant de l'ICER pour l'Amérique du Nord. Je ne sais pas. Ensuite, vous avez Andrea Simondini, Argentine. À l'extrême droite, vous avez Azik Gebhard, qui, pour certains, est considéré comme peut-être le plus important ufologue, l'un des plus importants ufologues mondial, en tout cas le plus important ufologue brésilien, qui a organisé le fameux congrès mondial de Brasilia en 1997, un an après l'incident de Varginha. Livre publié par Pinotti, une cinquantaine de livres, donc vous imaginez, j'en ai sélectionné quelques-uns. Alors, le premier volume, Il faut contact en Italie, volume 1, 1907-1968, publié en 2016, et traduit en français en 2020. UFO et Vatican, l'UFO et le Vatican, donc 2016. Oggetti sommersi non inefficaces, ce sont les objets sous-marins non identifiés que Roberto Pinotti m'a proposé à la traduction. Je n'ai pas dit non, je lui ai dit oui, bien sûr, mais il n'y a pas de date. Donc, une étude sur les Zoani ou OSNI par Roberto Pinotti. 2011, non publié. Là, c'est le dernier livre de Pinotti, Timeless UFO Contact. Donc, ça concerne les observations dans l'Antiquité. Très intéressant. Un autre livre, le volume 2 donc, de UFO Contact en Italie, dans lequel se trouve ce dossier Magenta, qui est publié en juin 2020. Et puis un livre, Mussolini et les ovnis, Mussolini et les UFO, en collaboration avec Alfredo Lissoni, qui a travaillé avec lui sur ce dossier Magenta, publié en 2001. Voici quelques couvertures. Okay. Quelques couvertures. Voilà, là maintenant on entre dans le cœur du sujet, donc les dossiers ovnis de l'Italie fasciste. Donc, qu'est-ce qu'on dit dans ce dossier? Donc, en 2000, Roberto Pinotti a publié des documents relatifs, soi-disant, au dossier ovni fasciste. Ce que Boulogne se serait écrasé près de Milan en 1933, enquête menée, on va parler du cabinet RS-33, autorisé par Benito Mussolini, dirigé par le prix Nobel Marconi. Des débris dans un spatial, les cadavres de pilotes à l'apparence humaine auraient été conservés dans un entrepôt à Vergia, dans le nord d'Italie, avant d'être confisqués par les militaires américains dans la guerre en 1945. Donc là, la présentation du dossier dans la revue Storia Secreta, dont je vais montrer la couverture tout à l'heure. L'objet Scantato aussi, alors je crois que j'ai trouvé la traduction, mais j'ai oublié. L'objet stupéfiant, enfin je ne sais plus, de Magenta, les dossiers ovnis du fascisme. Ici, c'est un épisode qui s'est produit le 4 juillet 1933, c'est-à-dire environ un mois ou 3 semaines après, et ça, c'est paru dans la Dominica des Corriere. Alors, c'est la chute d'un éclair entre Novara et Magenta, donc dans la même région, qui avait frappé et blessé un groupe de cyclistes et qui aurait été destiné à dissimuler le crash d'un aéronef non conventionnel du 13 juin. Bon, voilà, c'est une hypothèse, mais enfin, il y a eu ce numéro sur un éclair non identifié, incompréhensible, en juillet 1933. Alors, Magenta, vous avez l'échelle ici, si vous pouvez suivre. 10 km. 10 km.
Donc, vous avez Milan, 10 km du centre, c'est environ 30 km du centre de Milan, Magenta. Voilà, petite ville. Et là, la petite photo qui est incrustée, eh bien, est tirée du livre et du dossier de Pinotti et Lissoni. C'est le site précis, approximatif, à la périphérie de la petite ville, sachant qu'on était en 1933, hein, donc les villes étaient bien moins peuplées. Et ensuite, maintenant, la deuxième carte, c'est où auraient été entreposées donc l'épave et les corps des deux entités. Magenta et Sesto Calende. Donc, c'est Vergiate, c'est une petite commune à la périphérie de Sesto Calende. Donc, en vérité, selon les estimations de Pinotti, enfin les évaluations, c'est environ à 60 km au nord-ouest de Milan. Et donc environ à 40 km au nord de Magenta. Ça, c'est des cartes Google Earth. Alors, l'article de Pinotti est extrait du livre, comme je vous l'ai dit, de UFO Contact, qui a été publié en 2020 en anglais, et que je me suis engagé à traduire parce que j'ai la joie, la fierté de dire que Roberto Pinotti me l'a demandé lui-même, et j'ai acquiescé, bien sûr, mais je ne peux pas donner de date. Et également, il a fait l'objet de ce dossier, d'une publication dans la revue OVNI extraterrestre de fin 2022. Je ne peux pas vous dire le numéro, il n'apparaît pas là, mais c'est facile à trouver. Donc, alors, le dossier a été présenté en juin 2020 au symposium international du CUNO, du Centro Ufologico National à Saint-Marin, San Marino. Vous voyez la photo ici d'un chef de renseignement militaire de l'armée italienne. Alors, donc, lors de ce symposium, vous aviez des représentants de 17 pays, et donc le colonel Olivero, chef du réparto général et de section de sécurité générale donc, du ministère de la Défense, de l'armée de l'air italienne plus exactement, a communiqué des statistiques sur les ovnis. 200 rapports inexpliqués dans les dossiers de l'armée. C'est quand même inhabituel qu'un militaire communique des informations classifiées concernant, en l'occurrence déclassifiées concernant les archives militaires. Alors, donc en 2000, lors du symposium de San Marin, Alfredo Lissoni et Roberto Pinotti donnaient une conférence sur la découverte de documents originaux qui auraient été envoyés anonymement en 1996 concernant les dossiers ovnis fascistes. Voilà, là c'est le cœur du dossier, c'est que Roberto Pinotti et Alfredo Lissoni, qui est également membre ufologue et membre du CUN, ont reçu d'un informateur anonyme, donc qui n'a jamais été identifié, qu'on appellera par la suite Monsieur X, l'un des dizaines de Monsieur X qui sont intervenus en ufologie, donc des dossiers, des documents originaux, entre guillemets, remontant à l'époque fasciste, donc remontant aux années 30 à 36. Alors, ces documents rapportaient le cas d'un crash d'OVNI près de Magenta, en Lombardie, le 11 juin 1933. L'enquête sur cet incident a été conduite par un cabinet RS33, donc RS pour Research Spécial et Recherche Spéciale, 33 pour l'année 1933, et par Benito Mussolini, dirigé par des proches de Mussolini. On va voir de quoi il s'agit. L'épave aurait été entreposée par la suite dans les hangars du SAI Marchetti à Vergiate, comme je dis. L'usine Marchetti, c'est l'une des principales sites de l'industrie aéronautique italienne à l'époque. L'expéditeur anonyme affirmait qu'il était un parent d'un des membres du Gabinette Secreto. Donc, l'un des membres du cabinet RS33, Italo Balbo Galeazzo Ciano. Italo Balbo, c'était le ministre de la Défense. C'était un pilote de l'air, un as de la Première Guerre mondiale, très connu. Il était général par la suite. Et il était un des dirigeants du parti fasciste. Et il était ministre, il était l'un des plus importants dirigeants de l'Italie. À droite, vous avez Galeazzo Ciano, qui était un militaire également, et le gendre de Mussolini, hein, comme on le sait, et qui était, disons, le numéro 2 du régime. Ici, les membres présumés, puisque vous allez voir que l'informateur a communiqué des noms, mais tous ces noms ont été enquêtés par Pinotti et Lissoni. Effectivement, ce sont tous des scientifiques très connus à l'époque et qui étaient en contact avec le gouvernement italien, ce qui ne constitue pas de preuve néanmoins
Alors, Marconi, le grand savant Marconi, hein. Alors, vous avez des noms, Piretta, Secconi, Di Biasi, vous allez voir, qui sont cités certains d'entre eux par le témoin anonyme. Alors, quelques cas antérieurs, quelques cas aux années 30 et 40, donc 33 et 40, nombreuses observations d'OVNI donc en Italie, 1931 près de Venise. Le second, donc, ce serait le cas de 33. Il y a un cas en 1936 aussi très important, une observation près de Mestre et de Venise. Alors, la commission aurait été créée donc, par Mussolini avec La RS-33. la RS-33, oui. La commission RS-33. Nous disposons de 3 télégrammes concernant la récupération. Nous disposons, c'est Piloty qui parle, de 3 télégrammes concernant la récupération d'OVNI près de Milan en 1933 et d'un protocole adressé au préfet, adressé par le cabinet 33 au préfet, destiné au service secret afin de garder le silence. Donc, on va voir ces documents. Alors, voici donc là les documents manuscrits qui sont en 4 pages. Là, on n'a que 2 pages qui ont été expertisées, vous allez voir, par un expert, par un spécialiste, qui a authentifié en tout cas l'encre, le papier, le vieillissement, qui a procédé à un certain nombre d'expertises qui valident en tout cas l'authenticité d'un document qui daterait de cette époque. Alors voici la traduction, les 2 premières pages. Donc, il a été aperçu le matin, c'était un disque métallique poli réfléchissant en lumière, longueur 10 à 12 mètres. 2 chasseurs d'une base proche ont décollé, ils n'ont pas pu l'atteindre, même à 130 km. 130 km/h, c'était une vitesse maximale en 1933 pour les pilotes militaires. Il n'a pas émis de son, mais personne ne connaît, alors, ce qui laisse penser qu'il s'agit d'un aérostat, mais personne ne connaît de ballon qui peut voler plus vite que le vent. Et je sais avec certitude qu'il a été vu par d'autres pilotes, hein, toujours la traduction. Le rapport est arrivé aux mains de Ciano, donc le ministre dont on a parlé, Jean de Mussolini, ministre des Affaires étrangères. Ensuite, après 1 heure, après avoir soulevé les Mestres, il a été vu comme une sorte de tube métallique gris-d'oise. Vous les avez passés, Oui, mais il n'y a pas de problème. Ouais, vous le visionnerez si vous le souhaitez. Je regarderai lors de la rediffusion. La revue Storia Secreta est un volume de 88 pages, donc, qui est très illustré avec beaucoup de textes et beaucoup plus volumineux que dans le dossier dans le livre de Pinotti lui-même. Donc il y a beaucoup d'illustrations, donc vraiment vous aurez intérêt à regarder tout ça. Donc là c'est le télégramme, hein, comme je vous le montrais, le télégramme concernant un épisode de 1936, donc 3 ans après l'incident qu'on étudie, mais c'est important parce que ça montre que la censure était appliquée systématiquement. Comme je disais, l'agence Stéphanie était l'agence officielle du gouvernement nazi, du gouvernement fasciste. Voilà. Donc, un dossier de 30 pages a disparu. Il a été transmis par Pinotti et par l'informateur à la revue Il Resto del Carlino de Bologne. Il a été perdu, parti entre guillemets, hein, parce que ça, c'est pas la première fois que des documents d'origine disparaissent. Alors, l'informateur, M. X, très déçu, fatigué, 17 septembre 1999, a écrit à nouveau une protestation et il a donné de nouvelles informations concernant le cabinet RS-33. Il a fourni le nom de plusieurs membres, donc Ruggiero, Cavazzani, Severi, Butazzi, Giordano, Rocco, personnages historiques. Ouais. Alors, également une coupure de presse concernant un pilote français qui aurait disparu en Italie. Donc, voilà. Ces personnes ont été identifiées, hein, vous allez voir. Donc, en tant que président de l'Académie royale, le sénateur Marconi donc, était le directeur du cabinet qui comprenait donc plusieurs astronomes scientifiques. Et donc, vous retrouvez les mêmes noms qui sont cités, une partie des mêmes noms qui sont cités. Hein. Cozza est cité, Cecchini est cité, Valori est cité, mais à un moment donné, il écrit d'une manière
un peu fausse par rapport à l'orthographe. Et donc, selon Pinotti et Lissoni, ça veut dire qu'il a sa mémoire est un peu défaillante. Ça ne veut pas dire que son témoignage est faux, bien au contraire. Croco est cité, des Basis, je crois qu'il est écrit d'une autre manière. Sévéry est cité, Bottadi, vous voyez. Donc, en tout cas, si c'est un faussaire, c'est quelqu'un de très bien informé sur les scientifiques de l'époque. Donc, un télégramme concernant juin 1933, en direction des affaires spéciales donc, du gouvernement italien. Donc, ça, c'est tiré à la fois du livre et donc du dossier dans la revue. Voici la traduction. Vous avez j'ai fait une capture d'écran du contenu du texte du télégramme. Sur ordre personnel du Dutch, un silence absolu est exigé au sujet de l'atterrissage présumé sol national d'un avion inconnu. La version publiée envoyée aujourd'hui par l'agence Stéphanie est confirmée, stop. La même version s'applique au personnel journaliste, stop. La punition maximale prévue pour les transgresseurs peut aller jusqu'au renvoi devant le tribunal de la sécurité d'État. On sait qu'on est dans un régime dictatorial, donc le tribunal de sécurité d'État, évidemment, ne fera pas de cadeau. Donc c'est un message très clair à tous les transgresseurs, à tous les gens qui pourraient parler de l'incident. Voilà. Donc je pense que là, on a passé un petit peu vite, mais ça vous donne une idée sur les documents qui ont été communiqués par cet informateur, M. X, et qui ont donné lieu au travail qui date depuis 1996 de Pinotti et de Alfredo Lissoni, que vous voyez à droite sur la photo. Et cette photo, donc, vous voyez le docteur Antonio Garavaglia, qui, au centre, une lunettes de soleil, qui a procédé aux expertises sur les documents communiqués, sachant qu'il s'agissait de documents originaux, prétendus comme originaux, et non pas de photocopies. Alors, l'auteur Antonio Garavaglia, consultant médico-légal italien, effectué des tests professionnels sur le matériel, le résultat était positif, authentifiant le plus important des documents, celui du dessin comprenant l'OVNI de 1936, donc les 4 feuilles dont je vous en ai montré 2 tout à l'heure. Garavaglia a effectué une série de tests chimiques sur le papier et l'encre. Et il a conclu qu'il s'agissait d'authentiques documents manuscrits d'époque fasciste, la couleur du papier, le processus de vieillissement de l'encre, on l'a amené à conclure qu'ils étaient absolument authentiques et non des faux modernes. Alors, l'enquête a continué aussi de la part de Lissoni, donc le collègue de Roberto Pinotti. Il a consulté un historien de la période fasciste, Andrea Bellitti, qui dit « Je ne peux pas exclure l'existence réelle d'un cabinet RS-33 ». Donc, cet historien de l'époque fasciste ne confirme pas l'existence du cabinet, il ne donne pas de preuves en faveur de l'existence, qui validerait l'existence du cabinet RS-33, mais selon son expérience, son expertise, il n'exclut pas l'existence de ce cabinet. Il a également examiné dans les documents le lexique, le style bureaucratique de l'époque, savoir si donc le style de ces documents, de ces télégrammes est compatible, cohérent avec le langage officiel administratif de l'époque 1933 jusqu'à la fin du régime fasciste, ainsi que le papier à lettres, les télégrammes de Stéphanie, et selon lui, la terminologie aéronautique utilisée. Benedetti a constaté que tout est conforme aux documents authentiques de l'époque fasciste. C'est l'avis d'un historien de l'époque fasciste, peut-être qu'un autre historien aura un avis contraire, mais c'est un document à l'appui donc de la thèse de Pinotti et de Lissoni, selon laquelle effectivement il y aurait eu un cas OVNI et un cabinet secret dédié à la recherche OVNI dans cette période. Alors, Benedetti, l'historien, donc, souligne également que la période 33-40, c'était la période dans laquelle l'aéronautique italienne était son plus haut niveau. Elle était au niveau de la France, de l'Allemagne, de l'Angleterre. Et le premier avion à réaction allemand de l'histoire a été produit en Italie à cette époque. Nick Pope a dit « Si les fascistes UFO-files sont authentiques, tout cela a réécrit l'histoire de l'ufologie officielle, et le premier pays à avoir été officiellement confronté au problème des ovnis ne serait plus les États-Unis, mais l'Italie. » Voilà. Ici, un télégramme qui date de la même période, retrouvé également par Lissoni, donc le collègue de Roberto Pinotti. Il a retrouvé donc dans la préfecture de Milan, puisque tout se passe autour de Milan, donc Lissoni a exploré les télégrammes
la préfecture du Milan sur la période entre 1933 et 1938, il trouvait 500 copies de télégrammes des préfets du royaume d'Italie, gouvernement, préfet Mutinelli, et il en a trouvé plusieurs qui mentionnent la présence de véhicules volants inconnus. Et donc là, c'est un télégramme qui signale un véhicule au-dessus de Valona en Albanie, sachant que l'Albanie avait été occupée par l'Italie, hein, parmi d'autres territoires occupés dans la période. Tout cela donc souligne l'attention officielle, hein, des autorités italiennes sur le sujet. Voilà un document qui est probablement authentique selon l'expert l'historien italien. Alors maintenant, ici, c'est une page qui présente un petit peu l'hypothèse principale, hein, de l'Isonie, c'est que donc, les objets auraient été entreposés dans les hangars, donc Marchetti, l'usine aéronautique Marchetti, donc à Vergiate, Sesto Calende, région de Valais, sous la contrôle du général Italo Balbo, hein, qui était l'un des dirigeants italiens et qui était le responsable de la Regia Aeronautica, c'est-à-dire de l'aviation italienne. Alors, les arguments, hein, la piste de Varèse qui valide l'hypothèse de l'Isonie, selon lui, d'abord, les messages proviennent du bureau télégraphique de Milan. Hein. Donc, on est dans la région de Magenta et de Vergiate. Et ces messages de la région de Milan, bureau télégraphique de Milan, évoquent la récupération d'un ovni. Ensuite, un autre argument qui n'a pas été développé auparavant, c'est que donc, il y avait un directeur aux usines Marchetti qui s'appelait Moretti. Et donc, l'Isonie souligne qu'à l'époque de la République sociale italienne, la République sociale, c'est la période, je crois, d'octobre 1943, si je ne me trompe pas, c'est l'époque où Mussolini avait été libéré par les Allemands, et pendant quelques mois, il avait fait la République de Salo, hein, on appelait comme ça. Et donc, jusqu'à cette période-là, donc, un Moretti qui était passé à la résistance avait mis le feu au hangar de Vergiate, qui gardait peut-être un secret aérospatial inavouable. Donc, l'hypothèse ici, c'était que quelqu'un qui a servi le régime fasciste, qui était le directeur des installations Marchetti, du nom de Moretti, serait passé à la résistance, et sachant ce qu'il y avait dans ces hangars, et pensant peut-être que tout cela était au service soit des nazis allemands ou des fascistes, et comme il étant passé à la résistance, il a voulu mettre le feu à tout cela. C'est une hypothèse dans laquelle on n'a pas de preuve, mais voilà, c'est la coïncidence entre un Moretti qui a mis le feu aux usines Marchetti, l'une des plus importantes usines aéronautiques, et un directeur du nom de Marchetti à la même usine. Donc c'est une drôle de coïncidence quand même, en effet. À la fin de la guerre, donc l'hypothèse, à la fin de la guerre, il faut savoir que des agents de l'Air Force et des membres du service secret nazi ont été infiltrés à Sesto Calende, donc à Vergiate, aux usines Marchetti, au moment où circulaient des rumeurs concernant la présence de soucoupes volantes à Vergiate, sachant que les Américains, le service OSS, etc., hein, les services secrets américains étaient présents en Allemagne pendant la Deuxième Guerre mondiale, également en Italie, et les Allemands surveillaient leurs alliés, évidemment. Donc, il y avait à la fois des agents allemands et des agents italiens dans cette région. Qu'est-ce qu'on peut dire maintenant? Il faut avancer, on ne peut pas perdre de temps là. Des messages. Alors, ça n'avance plus. C'est pas grave, c'est parce que j'ai pris le message. Hop. Voilà le fameux Campini Caproni. Voilà, donc ça c'est pour souligner l'importance de la technologie aéronautique italienne. Donc, il y a une hypothèse évoquée par les commentateurs, Pinotti, Tony et les commentateurs, comme quoi il se peut que le premier avion à réaction de l'histoire Officiellement. Parce qu'il semblerait que les Allemands en avaient fait un peu avant, mais en secret. Oui, il y a eu le Heinkel, l'avion Heinkel, qui n'était pas en service officiellement, mais il y a eu des essais. Et le vaisseau Marconi a été le premier avion à réaction reconnu par la Fédération aéronautique internationale. Et le vol en public date de 1940.
Donc, on a ça ici. En bas, le premier vol en public d'un avion en réaction, prototype italien Caproni Campini, qui a volé le 27 août 1940. Premier avion en réaction reconnu par la Fédération aéronautique internationale. Donc la question, hein, effectivement, qui est posée, les Italiens ont-ils développé leur technologie, donc avion en réaction, par ce qu'on appelle une réintrongénierie, donc en étudiant les technologies contenues dans le vaisseau conservé à Vergiate dans l'usine Marchetti. Donc, une question qu'on peut poser. Alors, la bataille de Los Angeles, on dit quel rapport, bataille de Los Angeles? C'est un cas classique. Alors, on a une phrase de Mussolini, datée du 23 mars 1941. Il est plus probable que les États-Unis seront envahis par des habitants inconnus mais belliqueux de la planète Mars qui descendent dans l'espace sur d'imaginables forteresses volantes que par les soldats de l'Axe. Alors, comment interpréter cette phrase? On peut s'exprimer longtemps, toutes les hypothèses sont permises. Voici le commentaire de Timothy Good, qui pour beaucoup est considéré comme peut-être le plus important expert en ufologie, historien en ufologie, le grand Britannique Timothy Good, qui est toujours en vie. Il a écrit ça dans son livre Earth and Alien Enterprise. Il s'agit presque certainement de la première référence officielle à des vaisseaux spatiaux extraterrestres et de référence qui s'est avérée prémonitoire. Donc Timothy Good, le grand expert ufologue, eh bien, prend très au sérieux la phrase de Mussolini, il ne la voit pas comme une plaisanterie entre politiciens. Et alors, prémonitoire, pourquoi dit-il cela, Timothy Good? Bien évidemment, parce qu'on est en 1941, mars 41, et le 25 février 42, c'est-à-dire effectivement moins d'un an après, un an plus tard, un incident extraordinaire a conduit certains chefs militaires américains, cette fois pas des militaires italiens, mais à se demander s'ils n'étaient pas effectivement envahis par des ennemis d'ailleurs. Sachant que février 42, comme on l'a dit, c'était le début de l'entrée en guerre des États-Unis, qui sont entrés en guerre le 7 décembre 1941 après Pearl Harbor. Ils ont d'ailleurs cru au moment du début de la bataille de Los Angeles que c'était une attaque japonaise, mais ils ont vite compris que ce n'était pas un vaisseau japonais, en tout cas c'est un vaisseau contre lequel les 1400 ou 1600 obus ont été totalement impuissants. Voilà donc pour la présentation principale sur le dossier, on a été assez rapide. Donc là, je vais vous donner la deuxième partie du dossier qui concerne donc, le témoignage apparu en 2010 avec le témoignage donc, du fils de l'officier américain William Brophy qui était en service en 1945 en Italie, donc dans la région de Milan. Et donc, le fils déclare qu'il était présent donc, à ESAI Marchetti pour récupérer un engin non terrestre. Donc en bas, vous voyez Roberto Pinotti avec William Brophy Jr., le fils, et à droite, vous voyez William Brophy Jr., qui était à cette époque-là lieutenant-colonel, qui était simplement first lieutenant en 1945. Il a fini sa carrière comme lieutenant-colonel. Alors, je vais le reprendre, là vous avez le début, mais il y a une deuxième partie de ce témoignage. Là, dans le PowerPoint, si vous voulez, je vous ai mis donc la première partie de la déclaration de William Brophy, donc concernant le cas. Donc, témoignage de William Brophy, 2 et 3 juin 2010. Symposium ufologique de San Marino. 2010, c'était invité par Dr Roberto Pinotti, symposium ufologique sur les ovnis de la République San Marino, en conférencier, parlait du crash d'ovnis 1933, près de Milan, Italie, et de la bataille de Los Angeles, 1942, qui implique les grands nordiques blonds que rencontrèrent le président Eisenhower à la base, à Edwards Air Force Base, la base d'Edwards, en 1954, et à Holloman, la base d'Holloman, en 1955. Donc là, on est déjà dans une présentation qui intègre beaucoup d'éléments qui sont peu commentés et qui sont considérés peut-être comme peu documentés, en tout cas très peu commentés dans l'ufologie en France, dans une ufologie à laquelle on est habitué.
Donc là est évoqué d'abord la rencontre de 1954 et dont on parle quand même là-bas, la rencontre de 1955 à la base de l'Oman, on en parle moins, mais la base de l'Oman se trouve près de à la base d'Alamogordo, hein, c'est dans le Nouveau-Mexique. Elles se touchent, si tu veux, la base d'Alamogordo, la base de l'Oman. Ce sont des bases qui sont à l'ouest de Roswell, qui sont intégrées à la base de White Sands. Quant à la base Edwards, elle se trouve en Californie, évidemment. C'est l'une des principales bases aériennes jusqu'à présent, d'ailleurs, l'armée américaine. Et donc, on sait que, enfin, on dit, hein, vous savez, il y a des dossiers comme quoi Eisenhower aurait rencontré des extraterrestres en 1954 et en 1955. Et donc, William Brophy, donc le fils de l'officier, déclare directement, c'est subtil, sa façon de s'exprimer, que donc le crash de 1933 et la bataille de Los Angeles de 1942 impliquent les grands nordiques blancs que rencontrèrent le président Eisenhower à Edwards Air Force Base et à Oman. Donc le 13, donc il dit continue, le 13 juin 1933, un ovni en forme de cloche est écrasé près de Magenta, Italie, à l'ouest de Milan. Les occupants étaient de grands nordiques blonds avec des traits orientaux sur leurs yeux bleu clair. Donc à la fois les traits nordiques, blonds, grands, yeux bleus, mais des traits orientaux. Les Italiens ont appelé l'ovni la campana, la cloche. Les Allemands l'appelaient Die Clock, donc le clock en anglais, ou the bell en anglais. Benito Mussolini, le Premier ministre italien, informa le pape Pie XI au sujet du crash, nomma Marconi à la tête du groupe d'études spéciales qui servira plus tard de modèle à notre groupe MG12. Donc on suppose évidemment que les informations de William Brophy Jr., bon, elles auraient été communiquées par son père. Je vais essayer quand même de vous lire la deuxième partie de la déclaration de William Brophy, parce qu'il mentionne effectivement un scientifique français, un chercheur français que vous voyez sur cette couverture, Jean-Charles Chumou, donc un livre de 1981, et ce livre est cité par Roberto Pinotti. Alors, attendez, je vais d'abord retrouver le texte, le télégramme, et donc le texte, la déclaration, voilà, j'y suis. Alors, il continue, en 1933, en avril 1945, la première division blindée donc, de l'armée américaine s'est emparée des installations aéronautiques Marchetti, où était conservé l'ovni de Magenta en 1933, l'a ramené aux États-Unis. Mon père, lieutenant-colonel William Brophy, était pilote des bombardiers B-29 au sein du 231e Hermes Group à Alamogordo, Nouveau-Mexique. Donc, on est à côté de la base de l'Oman, hein, on est sur la base le centre de White Sand, et a été témoin de l'explosion de la bombe Trinity 1945, hein, août 1945. Il m'a dit que le bombardier Silver Plate B-29, donc c'est des super bombardiers B-29 hein, qui ont été largement mis à contribution, et également dans les cas de crash d'OVNI, pour le cas de Roswell, hein, ces super bombardiers sont évoqués. Alors, le nom du bombardier Silver Plate B-29 a été nommé d'après les disques de Los Angeles en 1942. Silver Plate, ça veut dire assiette en argent, hein, ou soucoupe en argent. Donc, en écho aux observations qui ont été faites, des objets qui ont entouré l'objet principal en 1942, en février 1942, à Los Angeles. Voilà donc les informations que l'officier a données. Alors, il continue. Un mois plus tard, donc le 16 août 1945, après l'explosion donc, de cette croix, en juillet 1945, un mois plus tard, le 16 août 1945, mon père, donc William Brophy, qu'on vient de voir, a aidé son commandant, le colonel Maurice Preston, à récupérer, bon, il n'était pas seul évidemment, c'était une équipe, il était déjà officier, donc il y avait des militaires avec eux, à récupérer un ovni de forme ovale dans lequel se trouvaient 3 petits extraterrestres gris clair, très étranges, dont les yeux et le visage présentaient les caractéristiques d'une menthe religieuse. L'ovni avait détruit une tour de communication appartenant au site Stallion,
lors du crash près de Walnut Creek à San Antonio, Nouveau-Mexique. Alors, coïncidence, présentons ce dossier parce que j'ai proposé pour la revue OVNI extraterrestre, comme vous savez, puis je vais traduire un livre de Robert Topinotti. Je présente ici parce que Patrice Galacteros a accepté qu'on présente ce dossier. Et il se trouve que donc ce témoin, William Brophy, répercute les informations communiquées par son père, et sur lesquelles les informations valident indirectement et bien effectivement le travail de Jacques Vallée et de Paola Harris sur le crash de Trinity. Il y a bien sûr beaucoup d'autres éléments qui militent en faveur de l'authenticité du crash de Trinity, et qui est cité dans le livre, qui est mentionné. C'est assez étonnant cette coïncidence Ouais. entre le fait que M. Brophy ait été mêlé à 2 affaires de crash d'OVNI. Oui, alors oui, ça on a déjà évoqué ce point. Alors, Oui, entre nous, oui. Alors, oui, c'est une question. Un officier qui serait mêlé à 2 crashs. Alors, évidemment, comme on est tous finalement des novices, pas indirectement, de manière ou d'une autre, face au secret militaire, au fonctionnement des militaires, aux enquêtes sur le crash d'OVNI, il faut rappeler, comme d'ailleurs, eh bien, simplement, le témoignage de Clifford Stone, qui a été évoqué tout à l'heure, le livre Eyes Only. Je vois ce que tu veux dire, oui. C'est des spécialistes de récupération. Oui. William Brophy, selon son fils, et ça peut se trouver dans les archives, il était un officier de renseignement de l'Air Force. Il était pilote de B-29 et officier de renseignement. Alors, s'il s'est trouvé en avril 1945 avec le service américain, mais sur la base des installations Marchetti à Vergiate, c'est parce qu'il a été choisi par les responsables militaires américains comme officier de renseignement, désigné parmi d'autres pour cette opération de récupération d'OVNI en Italie. Donc, c'était forcément un officier formé à ce type de mission. Ils ne vont pas choisir un débutant. Et Clifford Stone explique bien dans son entretien avec Paola Harris, donc merci à Paola Harris, bravo à elle pour nous offrir effectivement le témoignage de Clifford Stone, qui peut-être apparaît d'écrire un livre lui-même, mais dans lequel il décrit effectivement tout ce fonctionnement de manière très détaillée. Il faut savoir qu'en dès 1941, dès le crash de Cap Girardeau et dès la bataille de Los Angeles, Marshall a formé des militaires spécialement pour ce type de mission, de manière préventive évidemment pour le cas, et il y a eu la formation de ce qu'on appelait Interplanetary Phenomenon Unit, IPU. Ça, c'est un groupe très, très important qui concerne les années 41, 42 et les années suivantes, avant l'époque de Roswell et la mise en place du secret. Et après, voilà. Ça apparaît effectivement dans les mémos de Marshall, le président Roosevelt. Hein, c'était avant la nomination de Truman. Truman prend le pouvoir en avril 1945. Hein, juste à ce moment-là, il faut savoir que Roosevelt meurt en avril 1945, donc 2 mois avant l'explosion de Trinity. Donc, Truman prend le pouvoir dans cette période très troublée. Donc, ces unités ont été formées depuis le début, des unités spéciales, et ça ressort également à la fois dans le livre Witness to Roswell que j'ai montré en bibliographie et tout à l'heure. Peut-être que vous n'avez pas vu l'image, on pourra la repasser. Witness to Roswell, qui est le livre de référence sur Roswell. Également dans le livre Aztec UFO Incident de Scott Ramsey, que j'ai traduit en français avec mon ami Lucas Perrier, et dans lequel on a le témoignage effectivement d'officiers spécialisés dans ce type de mission. Des aspects très très intéressants dans le livre de Scott et Susan Ramsey, donc Aztec 1948, concernant les missions de ces officiers spécialisés dans les récupérations d'épaves, d'objets non conventionnels, hein, d'objets non terrestres, d'objets matériels exotiques, et également dans le rapport à la récupération des entités biologiques vivantes ou non vivantes associées à ces récupérations. Donc, pour répondre à la question directe et indirecte du public et de Patrice, il n'est pas du tout étonnant que William Brophy, ayant été présent sur le site Marchetti lors de la récupération du crash
l'objet du crash de 1933 et en 1945, était présent également sur d'autres sites, en l'occurrence sur le site du crash de Trinity, sachant qu'il était en bas, en poste à Alamogordo, qui est la base de l'espace qu'on appelle White Sands, qui est cet énorme site qui fait plusieurs centaines de kilomètres de long, dans lequel ont été pratiqués les essais nucléaires et le premier essai en juillet 1945. Donc, étant en bas à Alamogordo, le crash se produit en août 1945, un mois après l'explosion de Trinity. Eh bien non, ce n'est pas étonnant, sachant que ce personnel, cet officier, est également probablement un spécialiste, enfin, assigné à ce type de mission, puisqu'il avait été affecté à la récupération de l'objet en Italie en 1945. C'est une réponse qui vaut ce qu'elle vaut, mais je pense qu'elle est déjà cohérente en termes. En tout cas, le témoignage du jeune officier, du fils de l'officier, évoque effectivement des éléments qu'on trouve dans le livre de Paul Harris et Jacques Vallée, à savoir, si vous l'avez lu, vous savez, les tours de communication qui ont été percutés par l'objet. Les tours de communication ont été largement endommagés. Et ça se trouve près de Walnut Creek, à San Antonio, selon les propres mots de William Brophy Jr. Alors, mon père m'a dit que le président Eisenhower avait rencontré les grandes personnes aux cheveux blonds, piqué un 33 en Italie, à Bells. Et Eisenhower a invité le cardinal John McIntyre, le cardinal John McIntyre qui est une des principales autorités de l'Église catholique aux États-Unis, un cardinal, donc il a invité à la rencontre à Edward Air Force Base. Pourquoi dit William Brophy Jr. Car le pape Pie XI avait parlé à Roosevelt du crash nordique de 1933 à Magenta en Italie. Et en 1933, ce n'est pas Harry Truman qui était au pouvoir, c'était encore Roosevelt jusqu'en 1945. Donc, le pape Pie XI, à cette époque-là, aurait informé Roosevelt, sachant que Roosevelt a été confronté par la suite en 1941 au crash de Missouri, en 1942, Los Angeles. Donc, voilà, il aurait déjà été informé du crash de 1933. Donc, Roosevelt était déjà peut-être beaucoup plus informé en 1933 que ce qu'il n'a été en 1941 au crash de 41 Camp Girardeau. Donc, Camp Girardeau en 1941, aux yeux de Roosevelt et du général Marshall, probablement confirmait ce qu'il savait déjà. Voilà, donc il y a énormément de choses à penser, à réfléchir à travers tous ces éléments, tous ces témoignages. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Les dernières images, eh bien, c'est voilà, c'est ce qu'on a lu, on a eu son témoignage. Donc là, eh bien, c'est cité par Roberto Pinotti. Ouais, il indique, il cite un livre d'un Français, Jean-Charles Subou. Alors, j'ai trouvé la couverture, je n'ai pas commandé le livre encore, mais il est cité par Roberto Pinotti, donc je pense que ça vaut le détour. Et donc, dans ce livre est cité un chercheur français. Personnellement, j'ai déjà vu son nom, mais je ne sais pas où. Je crois que c'est dans des livres de Donald Smith et Tom Carey, peut-être sur la base White Patterson, parce que Smith et Carey ont consacré un livre aux recherches spéciales sur la base White Patterson, et aussi James Clarkson sur un livre sur John Crane. Mais Léon Bis, un chercheur français qui aurait été invité sur la base White Patterson en 1959, je crois bien, voilà, sur la base c'est un expert en histone, ce sont des éléments liés au matériel génétique. À l'époque, le LDN était à peine connu. Enfin, on se doutait que c'était la base de la génétique, mais ce n'était pas encore très, très connu. Et les histones, oui, je me souviens plus exactement, je crois que c'est les protéines qui emballent les chromosomes. Un expert en histone. Et donc, on lui a remis des cellules prétendument humaines pour qu'il les analyse. Et là, ce n'est pas écrit sur le PowerPoint, mais on l'a dans le descriptif vital. Il a considéré que ces cellules étaient anormales. Il a demandé à ce qu'on refasse un examen, mais c'est quelque chose qui ne collait pas. Pour lui, ce n'était pas vraiment des cellules humaines normales. Alors, à ce moment-là, on l'a conduit dans une autre salle où on lui a présenté deux humains de corps décédés, de deux humains type nordique, conteneurs baignant d'une solution de formaldéhyde. C'est le formol. Voilà, le formol. Alors il se trouve, la conclusion qui est dans le dossier de Pinotti,
c'est que le Dutch Mussolini pensait que la campana, donc l'objet, était d'origine nazie. Donc on comprend le lien. Hein. Là j'ai tiré une image sur un site, hein, une belle cloche, hein, belle en anglais, les cloques. Alors voilà, si comme le soutient William Brophy, ces cadavres avaient été retrouvés en Italie en 1945 et rapportés ensuite aux États-Unis, il s'agissait des corps de pilotes du crash de Magenta en 1933, donc des grands nordiques, blonds, yeux bleus. Nul doute que Mussolini aurait pu penser qu'il s'agissait de deux pilotes allemands, donc un objet nazi. Mais ce n'était pas le cas. Voilà la The présentation. end.